Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle! Mesdames et messieurs, bonjour, mon nom est André Allard et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Les ailes du Québec. Le sujet d'aujourd'hui, A220, le meilleur est à venir. On va élaborer un petit peu, partir de ce qui s'est fait, des annonces qu'il y a eu dernièrement à propos de l'A220 et on va se projeter dans le futur. Mais avant de passer au sujet du jour, je passe au rappel du jour qui est de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez le faire en cliquant ici en bas. Vous aimez l'épisode, vous cliquez j'aime. Ça nous aide dans le référencement YouTube. En réalité, je vous demande pas la charité, simplement de cliquer généreusement j'aime. Et aussi, petite nouveauté cette semaine dans l'arrière, dans le tableau en arrière de moi, sur les étagères, le Twin Otter d'Air Inuit a fait son apparition. Je suis allé faire un tour cette semaine au hangar d'Air Inuit à Montréal. Reportage qui va être diffusé d'ailleurs dans le magazine Air de la QTA, l'édition janvier-février, donc, et c'est imbriqué dans le magazine Aviation des éditions SM Media. Alors voilà, OK. Cette semaine, Qantas a confirmé une commande de 40 avions avec des options de 94 de plus auprès d'Airbus. Dans cette commande-là, il y a 20 A220-300 en commande ferme. Et ceux qui pensent que ça a été une campagne relativement facile ou si vous connaissez pas bien comment fonctionne l'acquisition de nouveaux avions dans l'industrie du transport aérien, ben cette commande-là est le résultat ou l'exemple parfait que parfois, avant de décrocher un client, ça prend du temps. Parce qu'en fait, dès 2008, Bombardier avait annoncé officiellement le programme C-Series à l'époque, avait été annoncé à Farnborough. Et dans les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, l'équipe de Bombardier s'était mise à la recherche de clients, mais très activement. Et à l'époque, là, en 2008, il y a Gary Scott, Martin Elliott puis Rob Dewar qui avaient fait une présentation aux gens de Qantas Airways. Assistait également à la présentation, il y a au moins une personne de Macquarie Air Finance. Puis les gens de Macquarie Air Finance, eux autres qui est une compagnie d'origine australienne, étaient tout emballés par l'avion. Qantas avait apprécié la présentation, mais n'ont jamais n'avaient pas commandé d'avion à cette époque-là. Et la raison est simple. C'est que pour Qantas, le C-Series à l'époque, c'était un avion sur papier. Et on sait que entre l'avion sur papier puis l'avion qui vole, qui est en service, il y a une énorme... il y a énormément d'étapes à franchir, énormément de difficultés sur le chemin et souvent, même quand les avions arrivent en service, ils ne sont pas aussi efficaces qu'on le promettait, puis ils n'ont pas les performances promises, ils ne sont pas aussi fiables que les avions bien établis. Donc, Qantas a hésité, ne voulait pas commander d'avion à l'époque. D'ailleurs, la plupart des grandes compagnies aériennes ne voulaient pas se commettre avec un avion neuf, un avion sur papier, comme on dit. Et il a fallu à Bombardier des années de représentation auprès de ces compagnies-là, aériennes-là, parce qu'il faut comprendre aussi la position des compagnies aériennes. Et je vais juste reprendre l'exemple de la commande de Qantas. Écoutez, 20 A220-300, on peut s'attendre à ce que le prix payé soit aux environs de 35 millions de dollars l'unité. Donc, on parle grosso modo d'une petite commande, c'est pas énorme, mais c'est quand même 700 millions de dollars d'investissement. Et donc, puis normalement, un avion, c'est supposé durer 20 ans. Pour être efficace, pour rentabiliser l'avion, il faut que l'avion dure 20 ans dans l'entreprise. Donc, c'est un choix important, c'est des choix qui sont lourds de conséquences. Puis les gestionnaires de compagnies aériennes de nos jours, ce sont des gestionnaires du risque.
Eux, ils regardent quelle est la probabilité que ça fasse défaut, quelle est la probabilité que si, quelle est là, parce que, écoutez, c'est des sommes énormes. Comme je vous le disais, là, 700 millions de dollars, si tu as 2-3% de moins d'efficacité que prévu de ton avion, ça se peut que ta commande, qu'au bout du compte, l'opération de l'appareil ne soit pas efficace autant, ou en tout cas, tu peux même facilement tomber en déficit d'opération avec ton appareil. Donc, c'est très, très, très important. La réputation du fabricant est excessivement importante. Dans le cas de Bombardier, avec le CRJ, la réputation, puis le Q400 aussi, la réputation était quand même relativement bonne à l'époque. C'était pas... mais l'enjeu ici, c'était de voir est-ce que Bombardier allait avoir les reins assez solides pour supporter la mise en service, l'entrée en service de l'avion. Puis, écoutez, depuis le premier vol, Bombardier a continué de faire des représentations, non seulement auprès de Qantas, mais toutes les grandes compagnies aériennes. Prenez les 30 plus grandes compagnies aériennes de la planète, qui existaient évidemment en 2008 et qui existent encore. Ça, c'est encore plus problématique. Mais prenez les 30 plus grandes compagnies aériennes, puis elles ont tous reçu la visite de Bombardier, et après d'Airbus à partir de 2018, quand Airbus a pris le contrôle. Tout le monde a reçu. D'ailleurs, quand Qantas a annoncé sa commande cette semaine, le président et chef de la direction de Air Baltic a félicité Qantas, puis il leur a rappelé que lui, il était allé avec un A220-300 d'Air Baltic dans une tournée de l'Asie-Pacifique. Il s'était arrêté en Australie chez Qantas et ils avaient présenté l'avion. Non seulement, mais Martin Goss, qui est un fan de l'A220, a fait des présentations, il a expliqué, il a tout déballé les raisons pour lesquelles il était enthousiaste avec la 220 à Qantas. Et finalement, 13 ans après la première présentation, pouf, arrive la première commande de chez Qantas. Dans les 2 années à venir, maintenant, il faut s'attendre à ce que d'autres grandes compagnies aériennes commandent l'avion. Et pourquoi commander maintenant, alors que les performances sont annoncées, sont connues maintenant depuis l'entrée en service, depuis plus de 5 ans, on sait que l'avion performe aussi bien, sinon mieux que prévu. Il y a plusieurs aussi facteurs à prendre en considération. L'entretien d'un avion, c'est dispendieux et la disponibilité de gens capables d'entretenir l'avion, c'est important. Quand, par exemple, Air Baltic et Swiss ont commencé à opérer l'avion, il y avait très peu de mécaniciens formés sur l'A220. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait... Les avions étaient attachés à une base, on les envoyait sur des vols où il n'y a pas de mécaniciens, mais on ramenait toujours l'avion le soir à une base où on avait des mécaniciens capables de travailler dessus et d'entretenir, de régler les problèmes. Parce que quand vous faites dormir l'avion à l'extérieur, vous risquez de vous retrouver le lendemain avec un problème. Et là, vous n'avez pas de mécanicien certifié sur place. Donc, votre vol, qui aurait dû normalement décoller à temps malgré les petites anomalies, mais finalement, il est retardé parce qu'il faut amener un mécanicien sur place et régler le problème ou signer, comme on dit dans les registres, l'appareil. Donc ça peut retarder les opérations. Mais plus il y a d'avions en service, plus il y a de mécaniciens certifiés sur un plus grand nombre d'aéroports. Donc, le risque de voir l'avion coincé à l'extérieur pendant une journée ou deux, ou même plusieurs heures, diminue graduellement au fur et à mesure qu'il y a un plus grand nombre de mécaniciens certifiés un peu partout. Donc, quand Air France a mis en service l'A220 cet automne, Suisse a fait « Yes, on est content! On va avoir plus de facilité à déployer l'avion, plus de services. Tout le monde, il y a plus de gens formés pour travailler sur l'avion, à tous les aspects de l'avion, au sol. Et donc, ça aide, ça crée une synergie ou une facilité d'opération. Donc, Suisse va maintenant aller sur plus d'aéroports en Europe. Les aéroports où vont Air France et Air Baltic maintenant, Suisse peut y aller aussi. Donc, les 3 compagnies aériennes. Donc, ça crée une demande sur ces aéroports-là. Il y a des fournisseurs de services privés qui, à ce moment-là, forment certains de leurs mécaniciens pour être capables de répondre à la demande, aux besoins. Évidemment, ils facturent le gros prix dans ce temps-là parce qu'ils font juste facturer quelques fois par année. Mais ça aide les compagnies aériennes à mieux opérer, d'avoir des opérations plus régulières, éviter les retards, les délais.
quand les compagnies aériennes ont mis en service l'A220, prenons l'exemple d'Air Canada ici, ben, quand ils ont commencé au début, c'était juste sur des vols intérieurs. Donc, on avait Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver, si mémoire est bonne au début. Donc, l'avion se promenait sur des aéroports où il y avait toujours des mécaniciens d'Air Canada formés. Quand Air Canada a constaté la fiabilité de l'avion, que oui, on pouvait aller plus loin, puis la probabilité d'avoir une panne à l'extérieur était relativement faible, ben là, on a commencé à aller vers des aéroports comme San Francisco, par exemple, où il n'y a aucun mécanicien de formé probablement à San Francisco, mais la probabilité pour Air Canada qu'on ait un vol d'annulé était diminuée étant donné la fiabilité de l'avion. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte que plus ça va, plus l'avion s'étend partout, plus il y a de mécaniciens. Évidemment, là, la prochaine grosse étape pour Airbus, qui a réussi à vendre des avions, maintenant, je crois que le carnet de commandes à remplir, j'ai pas fait le total cette semaine, mais il est au-delà de 500 avions. Si on ajoute les commandes qui ne sont pas encore fermes, mais qui sont des lettres d'intention, des options, on tourne dans le 550 commandes fermes, 500 commandes quand on inclut les commandes fermes et les lettres d'intention. Donc, ça commence à être intéressant, c'est 550 avions à fabriquer. C'est pas le total depuis le début, mais on parle bien de 550 avions à fabriquer. Donc, Airbus a le coussin nécessaire pour augmenter la production. Donc, l'après-FAL 2022, ça va être la priorité d'Airbus, 2022-2023, augmenter la production. Et là, plus on augmente la production, plus on livre d'avions sur le terrain, plus il y a d'avions sur le terrain, plus il y a de mécaniciens certifiés, plus les coûts d'opération baissent. Et là, on rentre dans un cercle vertueux. Oui, un cercle vertueux. Plus ça va, mieux ça va. Donc, c'est un cercle vertueux. Et là, ben, les grandes compagnies aériennes, American Airlines, United Airlines, regardez bien, là, d'ici 2 ans, American Airlines et United commençaient à discuter avec Airbus à propos de l'A220. La raison est simple, c'est qu'au fur et à mesure que le risque diminue, il y a d'opérer cet avion-là, de l'avoir en service, ben, comme le risque diminue, les gestionnaires de compagnies aériennes sont de plus en plus à l'aise d'en commander. Évidemment, il y a toujours des coups de poker qui sont faits dans l'industrie. Quand Delta Airlines a commandé 45 A220 en 2015, c'est simple. C'est parce que elle avait la capacité. Elle avait 800 avions dans sa flotte. Donc, 45 avions, ça représentait un petit pourcentage de la flotte. Et surtout, Delta avait négocié une réduction de prix substantielle qui faisait en sorte que même si elle devait un jour, si ça avait été un flop total, les pertes étaient somme toute limitées pour Delta, ou le risque de perte pour Delta était limité. Évidemment, la perte était ce que-ci, dans le cas de la commande de Delta, était pour Bombardier à l'époque. Et c'est eux qui ont bu la tasse, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, parce que, dans le fond, Bombardier, eux, avaient besoin de relancer les ventes de l'avion. Ils avaient déjà signé Air Canada quelques mois auparavant, donc ça permettait de relancer les ventes et donc d'avoir des clients bien établis pour inciter d'autres compagnies aériennes à le faire. Il est arrivé après ça toute l'épopée de Boeing, puis le transfert de la propriété à Airbus, qui dans le fond est venu relancer l'intérêt envers l'A220 auprès des compagnies aériennes. Et là, ce qu'on voit maintenant, c'est ça. British Airways devrait commander aussi des A220, mais chez British Airways, on est très, très, très allergique au risque. Donc, on va attendre d'être sûr, certain. Puis là, ben, on va essayer de se négocier une grosse escompte, mais je pense que British Airways a manqué son coup. Elle va devoir payer nettement plus cher que ce qu'a payé Delta ou Air Canada pour ses 220. Ça, je peux vous le garantir. Parce que il se produit un phénomène à partir du moment où l'avion s'établit, qu'il est moins dispendieux à opérer, qu'il est plus facile, plus polyvalent, qu'il est performant, puis tout le monde en parlant bien. Là, le risque, ça devient de ne pas en avoir. Et là, tout d'un coup, il faut commander des A220, puis ça nous en prend plus. Vous allez voir, Delta va probablement commander plus dans les prochaines années. Même chose pour Air France, même chose pour Air Baltic, on ne sait pas. C'est quand même une petite entreprise lettonne, c'est pas
une grosse... Ils n'ont pas les soutiens, la capacité financière d'Air France ou en tout cas de British Airways, et certainement très loin d'American et United, mais ils vont probablement en commander plus s'ils réussissent à maintenir leur rentabilité. Qantas aussi va probablement commander plus dans 220. Donc, déjà, là, on voit venir le moment où la production va augmenter, moment aussi où les premières révisions structurales arrivent, les fameux D-checks qui sont aux 8 ans à peu près. Donc ça va permettre de découvrir s'il y en a des problèmes. Et là, je tiens tout de suite ici là, à vous aviser, des consignes de navigabilité sur l'A220, là, il y en a déjà eu, puis il va y en avoir d'autres. Une consigne de navigabilité, ça dit aux opérateurs, voici, nous avons découvert tel problème, tel défaut qui pose une menace à la sécurité, et voici ce que vous devez faire et dans quel délai vous devez le faire. Souvent, dans une consigne de navigabilité, les avions ne sont pas interdits de voler, peuvent continuer de voler, mais tu as un délai de 100, 200, 500 heures de vol avant de faire ton inspection, puis de rapporter si tu as trouvé toi aussi le problème identifié. C'est pas un drame d'avoir qu'il y ait des consignes de navigabilité. Je suis abonné au service de bulletin électronique de Transport Canada. Des consignes de navigabilité, là, j'en reçois, c'est à peu près 2-3 fois par semaine, puis il y en a plusieurs. Ça vaut facilement 20-25 consignes de navigabilité par semaine concernant à peu près tous les types d'avions commerciaux, privés qui existent. Il y a toujours des petits problèmes qui sont découverts ou parfois même des problèmes plus graves qui sont découverts dans la durée de vie d'un avion, et c'est normal. C'est à ça que servent les inspections faites à intervalles réguliers, donc en particulier les C-checks, les D-checks. Donc, ça permet d'aller vérifier l'avion en profondeur, d'identifier les problèmes qu'on n'avait pas anticipés, et après ça, d'identifier des solutions, des correctifs, et après ça, de les mettre en application. Pour Airbus, ça va être, quand il va y avoir suffisamment d'avions en service, ça va être le début de la rentabilité du programme en général. Parce que l'avion, souvent, quand on arrive au D-check, l'avion n'est plus garanti. Donc, s'il y a des problèmes qui sont identifiés, ben Airbus doit trouver une solution. Puis après ça, ben, les compagnies aériennes doivent l'appliquer. Si c'est Airbus qui fait la solution, le travail, ben il faut payer pour faire ce travail-là. Donc, c'est à la charge des compagnies aériennes et ça devient, toutes ces modifications-là, ça devient payant pour Airbus à long terme. Pas juste les structurales, mais tous les travaux d'entretien. Plus ça va aller, plus les avions vont avoir besoin d'entretien, plus il va y avoir besoin d'entretien, plus Airbus va vendre de pièces, de solutions de rechange et ils vont vendre des kits ou des directives. Ils facturent la pièce à ce moment-là. Donc, mais ça prend un certain volume. Et on n'est pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Donc, ça, c'est l'autre partie intéressante qui s'en vient pour l'A220. Donc, l'évolution, le vieillissement, l'établissement de la flotte, puis son élargissement aussi. Donc, 2022, 23, 24, là, c'est vraiment la montée des ventes qui va se produire. Puis on parle de vente A220 300, s'il vous plaît, A220 100. L'A220 500 n'est pas à vendre en ce moment. Il ne sera pas à vendre pendant les 2 prochaines années, probablement. Mais c'est clair qu'on va y arriver. Puis, et là, je veux être prudent parce que tout ce que j'ai lu, moi, depuis 2 mois dans les médias spécialisés à propos de l'A220 500, c'est toujours la même bouillie pour les chats. Ah oui, les clients en veulent. C'est pas une question de si, mais c'est plutôt une question de quand. Quand va-t-on produire la 220 500? C'est simple. Il faut la 220 500, la stratégie d'Airbus logique, c'est pas de vendre la 220 500 en remplacement des 320 Neo, donc chez les opérateurs de 320 Neo, mais c'est de vendre la 220 500 aux opérateurs d'A220 300. Alors, si tu as seulement 10 ou 12 opérateurs de la 220 300, tu as 10 ou 12 clients potentiels à qui tu peux vendre le 500 sans nuire à la 320 Neo. Ça vaut pas la peine. Si tu as 25 opérateurs
dans 220-300. Donc, là, tu as 25 clients à qui tu peux vendre le 500. Comprenez-vous la logique? Donc, il faut élargir la base des clients de la 220 avant de vraiment lancer le marketing puis la vente du 220-500 parce que l'objectif d'Airbus, c'est pas de cannibaliser le carnet de commandes du 320 Neo, mais c'est bien d'aller élargir l'emprise d'Airbus dans les opérateurs d'A220. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, il faut continuer de vendre. Pour chez Airbus, on doit vendre des A220-300 et en vendre plus. 500, ça va venir, mais s'il vous plaît, soyez prudent avec ce que vous disiez. Là. Si on vous dit que c'est imminent, là, je ne vois pas Airbus annoncer le 220-500 dans les 2 prochaines années, là, 22, 23. Je ne vois pas ça. Soyez prudent. C'est sûr que quand on écrit des articles avec le mot A220-500 dans le titre, ben le nombre de clics augmente. Fait que c'est aussi souvent parler du 220-500, c'est à la mode parce que pour les gens comme nous, ben c'est relativement payant. Mais je refuse de mettre le A220-500 dans les titres de mes articles si je n'ai pas quelque chose de nouveau à son sujet. Donc, la journée où j'écrirai A220-500 dans mon titre, là, c'est parce que je vais avoir quelque chose de nouveau, que je vais avoir quelque chose qui ne s'est pas déjà dit. Malheureusement, j'ai déjà à peu près... heureusement, si vous fouillez sur les sites des ailes du Québec, là, l'A220-500, est-ce qu'il est faisable? Comment il est faisable? Pourquoi? Tout ça, là, j'ai déjà tout couvert ces sujets-là. Vous avez juste à taper A220-500 dans la section recherche du site, puis vous allez trouver toute l'information concernant cet avion-là, puis le fait qu'il est faisable, puis c'est toute l'information qui avait été publiée avant les 2 derniers mois, donc il n'y a rien de nouveau à ce sujet-là. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient, ça va être drôlement intéressant de suivre l'année 2022 au niveau des commandes puis de la préfale. On va espérer que ça va bien se dérouler le lancement de la préfale et que finalement, l'A220 va atteindre son rythme de croisière le plus tôt possible à 14 avions par mois, 10 à Mirabel, 14 à Mobile et 14 à la préfale. D'ici là, écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année. Je vais essayer de diffuser quelques émissions spéciaux pendant le temps des fêtes afin de vous distraire, parce qu'en général, l'information ou le nombre d'informations disponibles baisse durant le temps des fêtes. Donc, pour les mordus d'aviation, ça serait le fun, je pense, et je vais peut-être faire une petite revue de l'année, mais quelque chose de très, très... Bref. Alors, voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie beaucoup. Puis, écoutez, si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'épisode, là, c'est parce que vous l'avez vraiment aimé. Là. Fait que là, y a-t-il vraiment une raison? Ah, monsieur, madame. Ah, parfait. Merci beaucoup d'aimer de cliquer j'aime sur notre épisode. Et à la prochaine.